Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sciences Publiques, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité avec au sommaire de ce 26 novembre le compromis impossible sur le budget de la sécurité sociale. Le Sénat vient de le voter et donc de revenir sur la suspension de la réforme des retraites. Les socialistes ont tenté de la rétablir en commission mixte paritaire dès ce soir, là dans quelques minutes. Et puis dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, le bloc central, bien peu fidèle au Premier ministre, va-t-il accepter de sacrifier une réforme emblématique pour son électorat? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis on se demande aussi s'il ne faudrait pas changer les règles d'examen des textes budgétaires pour sortir de ces blocages. Dans la seconde partie de notre émission, gros plan sur la lutte contre les narcotrafics, 2 semaines après le meurtre de Mehdi Kessassi à Marseille, un crime d'intimidation. On doit se soulever dans cette affaire-là, on doit avoir la tête haute et dire qu'on ne tremblera pas et qu'on n'aura pas peur. Nous n'avons pas peur de vous. C'est ça qu'on a besoin de dire à la mafia. Vous ne nous faites pas peur. Vous ne faites pas peur aux Marseillais, vous ne faites pas peur aux Français. Parce qu'à la fin, on gagnera. Si on est unis, on gagnera. Pourquoi cet assassinat marque-t-il une rupture? La France est-elle en train de basculer dans l'ère des mafias à l'italienne? Que va changer le parquet anticriminalité organisée qui sera opérationnel au mois de janvier? Ce sera le thème de notre débat dans 3 quarts d'heure sur la place des dealers dans vos villes. J'attends vos témoignages grâce à ce QR code. Et puis vous pouvez aussi réagir évidemment à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un déficit ramené à 17 milliards par les sénateurs de la droite et du centre. Cécile Sixou. Sans surprise, le Sénat adopte sa version remaniée du budget de la sécurité sociale avec une majorité claire. Dans sa copie, le Sénat ramène le déficit de la sécurité sociale à 17 milliards d'euros, moins que les 24 milliards votés par les députés, des économies jugées indispensables par la droite sénatoriale. Notre priorité au Sénat, ça a été de ramener ce déficit à quelque chose de beaucoup plus raisonnable dans un contexte qui est difficile pour la France, avec des emprunts qui sont les plus hauts de la zone euro. Donc nous sommes les plus mauvais élèves en quelque sorte, donc il faut faire des efforts. Et pour faire ces efforts, évidemment, nous avons posé des mesures difficiles. Parmi les mesures difficiles, les sénateurs ont retoqué plusieurs dispositifs votés par les députés, comme la surtaxe sur les mutuelles, mais aussi le gel des prestations sociales et des pensions de retraite supérieures à 1 400 € par mois. Il y a un moment, une stabilité des pensions, c'est raisonnable pour, encore une fois, l'ensemble du régime. On ne peut pas continuer comme ça, sauf à mettre, encore une fois, le régime en danger. Les groupes LR et centristes ont également voté en faveur d'une augmentation de 12 heures annuelles du temps de travail, mais ils ont surtout rejeté la suspension de la réforme des retraites, ligne rouge des socialistes. Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, déplore l'attitude de la droite qu'il juge de plus en plus radicale. En fin de compte, il ne reste plus rien des avancées sociales qui ont été négociées à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS. Je le regrette, la droite sénatoriale se radicalise, est jusqu'au boutiste, et pour obtenir quoi? Pour ne pas obtenir de compromis, pour ne pas obtenir de budget, pour mettre le pays dans le chaos. Je suis parfois étonné d'une forme d'irresponsabilité de leur part en demandant toujours les efforts aux mêmes, c'est-à-dire aux plus modestes. Dans ce contexte, difficile pour la commission mixte paritaire qui réunit 7 députés et 7 sénateurs de trouver un accord. Elle devrait déboucher sur une nouvelle lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Et c'est donc un bras de fer que l'on assiste autour de cette réforme des retraites. On en débat avec Franck Morel. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes secrétaire national du parti Horizon sur le travail et l'emploi, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon, expert à l'Institut Montaigne, avocat associé chez Flichy-Granger. Et vous publiez avec Bertrand Martineau Le travail et la solution. C'est aux éditions Hermann. Valérie Gaz, bonsoir Valérie. Bienvenue à vous, chef du service politique chez nos confrères de RFI. John Christopher Roland, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, co-auteur de ce livre Standard contre Standard, réflexion sur une catégorie juridique en droit public. C'est pointu, hein. C'est aux éditions L'Harmattan. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste politique à Libération et pour Sens Public. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le vote solennel vient d'avoir lieu sur ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. 196 pour, 118 contre. Il y a eu aussi un certain nombre d'abstentions
dans le camp, on va dire, présidentiel, le plus proche du président. Vous pourriez le voter, ce budget version Sénat, Franck Morel ? Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il n'y ait plus la suspension de la réforme des retraites le rend votable, entre guillemets. Oui. Donc réponse, oui, probablement. Oui. Modulo certains points que vous avez cités tout à l'heure, mais globalement, effectivement, il est beaucoup plus comestible. Non, je voudrais réagir à la prise de parole tout à l'heure de Patrick Kanner dans le reportage. Sur la radicalisation de la droite. Ouais. La radicalité n'est pas là où il le pense. Pourquoi ? Nous avons quand même une situation où nous avons, depuis plus de 45 ans, eu une bonne dizaine de réformes des retraites. Durant ces 45 ans, notre pays a connu 6 alternances. Durant ces 6 alternances, jamais une majorité n'a défait ce qu'une majorité précédente n'avait fait en termes de mesures de soutenabilité du régime. Lors de l'alternance de 1997, Jospin n'a pas défait les réformes Balladur et a même créé le FRR. Lors de l'alternance, le Fonds de réserve des retraites, pardon. Lors de l'alternance de 2012, François Hollande n'est pas revenu en arrière sur l'élévation de 60 à 62 de l'âge légal de départ en retraite. Et même, il y a eu la réforme Touraine, au contraire, qui a accéléré. Donc, qu'est-ce que on crée un précédent, si vous voulez, radical, pour le coup. C'est plutôt ça, je pense, la radicalité. C'est la première fois qu'on revient en arrière sur des mesures de soutenabilité. Et c'est un précédent qui est extrêmement regrettable. Alors, ce qui est sûr, c'est peut-être la première fois qu'une réforme des retraites était aussi adoptée sans vote du Parlement. Il y a eu c'est précédent c'était le 49.3. C'était le 49.3. C'est la définition même de l'absence de vote. Mais c'est vrai que toutes les réformes des retraites ont eu du mal à passer dans l'opinion. Oui, mais c'est vrai qu'elles avaient une légitimité au moins parlementaire. Oui, c'est vrai. Alors là, on rentre dans une nouvelle phase, Valérie Gasse, qui est la commission mixte paritaire. Ça commence là, dès ce soir, 19h30. Vu le climat déjà au sein du Sénat, et puis entre le Sénat et l'Assemblée, et puis surtout le peu de temps, c'est-à-dire ça vient d'être voté au Sénat et on passe en commission mixte paritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de discuter en fait entre députés et sénateurs. On a envie de passer les étapes assez vite. Oui. C'est vrai que chez les bookmakers, une CMP, une commission mixte paritaire conclusive, ça ferait gagner beaucoup d'argent parce que quels que soient les députés, les sénateurs que l'on interroge, personne ne croit que ce soit possible d'arriver à quelque chose, un compromis à l'issue de cette CMP. Donc maintenant, on attend l'étape d'après, c'est-à-dire le retour de ce texte à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et là, on va voir que ça va être aussi assez compliqué. Oui, on va le détailler, ce calendrier, ce qui pourrait arriver à l'Assemblée. Mais peut-être un mot de la commission mixte paritaire, un peu de pédagogie. John Christopher Rolland, on l'a fait déjà ici sur ce plateau. Mais comment ça marche ? Il y a autant de députés que de sénateurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 7 sénateurs, 7 députés. Et ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'avec la stabilité majoritaire du Sénat, on penche naturellement un peu plus vers centre-droit. Donc c'est vrai qu'il y a peu d'espoir quant à aboutir sur une CMP qui serait conclusive, c'est-à-dire que le but, c'est de mettre d'accord les deux chambres. Force est de constater qu'elles sont dans une opposition diamétrale aujourd'hui, donc ça paraît effectivement, sauf miracle, mais elles devraient aller très vite et aboutir finalement à aucun accord. Ouais. Il y a eu un miracle il y a quasiment un an jour pour jour, Franck Morel, puisque la commission mixte paritaire sur le budget de la Sécu avait été conclusive. Bon, ça n'avait pas empêché Michel Barnier de connaître son destin quelques semaines plus tard. Absolument, c'est un peu, vous savez, le jour de la marmotte, on va revivre ce que nous avons, sous une forme différente. Parce qu'effectivement, Barnier avait été censuré sur le rejet du PLFSS, effectivement, après une CMP conclusive. Là, le scénario est différent. Mais l'incertitude est totale sur la suite des opérations, parce qu'effectivement, CMP probablement non conclusive, vous avez raison, donc après, le processus parlementaire reprend son cours, qu'est-ce qui se passe à la fin du film ? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du bout, l'Assemblée a le dernier mot ? Ça, c'est l'une des rares certitudes que nous avons au vu, effectivement. C'est ce que la Constitution des règles constitutionnelles, voilà. Sur le PFSS, le PLFSS. Voilà, mais après, effectivement, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Alors, un mot là-dessus. Est-ce que l'Assemblée le vote ? Est-ce que l'Assemblée a le dernier mot ? L'Assemblée aura le dernier mot, mais ou alors, le temps va s'écouler et on ne pourra pas adopter ou rejeter un PLFSS, et ça ne peut pas passer par une loi spéciale. Pour la bonne et simple raison que d'abord que c'est pas prévu constitutionnellement et qu'en plus, alors heureusement ou malheureusement, moi j'aurais plutôt tendance à dire malheureusement, mais le PLFSS, qui n'est pas un budget à proprement parler, contient dans ses articles des autorisations d'emprunt pour la France. Donc de toute façon, techniquement, on ne pourrait pas passer par une loi spéciale. Il reste la solution
pour le PLFSS, je dis bien, pas pour le PLF, de passer par des ordonnances. Parce que PLFSS, sécurité sociale, PLF, budget de l'État. Le budget de l'État. Donc passer par des ordonnances. D'accord, c'est possible uniquement pour la sécurité sociale. C'est possible pour la sécurité sociale. Alors, on a évoqué la perspective des débats, du retour de ce projet de financement de la sécurité sociale à l'Assemblée. On va en parler tout de suite avec Clémentine Louise. Bonsoir Clémentine, bienvenue. Donc on a effectivement eu, sans surprise, la suspension de la réforme, le retour sur la suspension de la réforme des retraites hier au Sénat. Cette mesure, qui est importante, qui est emblématique pour le Parti socialiste notamment et pour la stabilité du gouvernement, qu'est-ce qu'elle devient là, dans les prochains jours ? Son avenir est particulièrement flou. Prochain et probable chapitre, donc le retour du texte amendé par le Sénat à l'Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. Mais les équilibres politiques à l'Assemblée nationale sont les mêmes, donc les blocages risquent aussi d'être les mêmes, parce que si les députés remettent dans le texte la suspension de la réforme des retraites, eh bien encore faut-il qu'ils s'accordent ensuite à voter l'ensemble du texte sur la partie recettes et sur la partie dépenses dans le temps imparti, c'est-à-dire pour le projet de loi de la sécurité sociale, le temps imparti c'est jusqu'au 13 décembre. Et alors s'ils ne se mettent pas d'accord d'ici là, eh bien, ou s'ils n'ont pas le temps de voter, eh bien, le texte ne sera pas adopté. Et donc, imaginons, pas de budget de la sécurité sociale, que se passe-t-il pour la suspension de la réforme des retraites ? Est-ce qu'elle est compromise ? Elle est particulièrement compromise, car le Premier ministre s'est interdit l'usage du 49.3 et semble aussi écarter l'utilisation des ordonnances, des alternatives qui auraient permis au gouvernement de passer en force face à un Parlement grippé. Mais à part revirement de situation, il ne reste que la loi spéciale qui consiste à reconduire le même budget que l'an passé en y incluant quelques crédits de la sécurité sociale. Mais alors, est-ce que l'an dernier, dans le budget, il y avait cette suspension de la réforme des retraites ? C'est une colle ? Je crois que je peux répondre non sans peur de me tromper. Eh bien non. Et donc, si on utilise pour 2026 le budget 2025, pas de suspension de la réforme des retraites. Et qui dit pas de suspension de la réforme des retraites dit gouvernement en mauvaise posture, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait, puisque la suspension de la réforme, c'est le compromis qui avait convaincu les socialistes de ne pas censurer le gouvernement. Alors si elle tombe à l'eau, eh bien que feront les socialistes ? Est-ce qu'ils censureront ? Pour le moment, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, croit encore au compromis avant une loi spéciale. Il était au micro d'Alexandre Poussard, c'était tout à l'heure. La loi spéciale, c'est un outil pour passer les étapes. Et moi, j'ai pas envie qu'on revienne sur le budget pendant la période des élections municipales. Donc, je crois encore au compromis pour un vote du budget. Nous ne voterons pas le budget. Nous ne sommes pas dans la majorité. Mais nous pouvons nous abstenir si nous sommes respectés. Mais quand bien même il serait respecté, comme vient de le dire Patrick Kanner, eh bien encore faut-il que les députés aient le temps d'aller au bout du vote. Merci beaucoup. Merci. Clémentine, le Parti socialiste qui demande du respect, Franck Morel, ça passe par quoi ? Ça passe par une sorte de surenchère. Est-ce qu'ils ont bloqué le Premier ministre dans une sorte de cornérisation ? Après, il mérite évidemment le respect, il n'y a pas de débat là-dessus. La question, elle est plutôt celle de savoir qu'est-ce que c'est qu'un compromis. Est-ce qu'un compromis, c'est le fait de lâcher vraiment beaucoup de choses, ou est-ce que c'est le fait de demander des concessions réciproques ? Je pense que c'est un peu la définition du terme de compromis, des concessions réciproques. On a le sentiment que les concessions, elles ont été un petit peu à sens unique, puisqu'il y a eu à la fois la question de la suspension des retraites, mais pas uniquement, effectivement. Il y a eu aussi la fin de... Mais ça, c'est vrai pour l'Assemblée. Quand on entend les socialistes ici, pardon de vous interrompre, quand on entend les socialistes ici au Sénat, ils disent l'inverse. Ils disent qu'il n'y a pas eu de concession de la part de la droite. Oui, vous avez raison. C'est moins vrai dans l'autre sens, au vote du Sénat, mais parce que, pour le coup, effectivement, il y a une logique majoritaire dans l'autre sens qui a joué. La logique de compromis, elle veut jouer à l'Assemblée du fait de l'absence de majorité. Et donc du fait de la nécessité de composer avec entre différentes exigences qui sont contradictoires. Non, il y a un point, moi, qui m'a sauté aux yeux dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, qui montre à quel point on pourrait basculer dans une situation très ironique et très contradictoire. Vous avez rappelé tout à l'heure les modalités d'adoption de la réforme des retraites avec le 49.3. Si jamais le budget de la sécurité sociale n'est pas voté au bout du bout, on sera dans une situation, ou en tout cas n'est pas voté dans le cadre de règles classiques, d'un vote classique, on sera dans une situation où la seule manière de faire adopter la suspension de la réforme des retraites, ça serait un non-vote, l'ordonnance,
puisque l'ordonnance permettrait de revenir au projet initial. C'est pas beaucoup plus démocratique que l'usage du 49.3. Qui est moins démocratique que le 49.3, parce que là, c'est totalement un non-vote, ou un 49.3 négocié. Alors ça, on y reviendra sur l'hypothèse d'un 49.3 négocié, parce que ça, c'est quand même assez croustillant, quand même. On verra, parce que c'est vrai qu'au sein du Parti socialiste, il y a quelques voix qui commencent à se faire entendre sur l'hypothèse de revenir au 49.3. Les socialistes, en attendant, ils veulent quand même se battre à l'Assemblée pour suspendre pour de bon cette réforme des retraites. C'est ce que disait la maire de Nantes, Johanna Roland, qui était l'invitée de notre matinale face à Oriane Mancini. Franchement, je crois que les socialistes ont fait la preuve toutes ces dernières semaines et tous ces derniers mois qu'ils étaient prêts, que nous étions prêts au compromis. Il y a une copie qui est sortie de l'Assemblée nationale. Alors je le dis, c'est un peu délicat, on est sur Public Sénat. Mais la vérité, c'est que c'est à l'Assemblée nationale que le dernier mot va se jouer. Et donc c'est là que, oui, nous allons mettre toutes nos forces dans cette bataille. Il n'est pas question, à aucun moment donné, que la suspension de la réforme des retraites ne soit pas une avancée tangible, concrète, pour les 3,5 millions de Français qui en ont besoin. John Christopher Roland, les socialistes, si on se projette, ils pourront dire qu'ils ont essayé. Oui, alors il va y avoir une double narration en fait. La première, c'est parce que d'abord, il y a l'immédiateté, le débat budgétaire, il faut présenter des trophées. Ouais. Puis la deuxième temps, c'est parce qu'on est en période électorale qui s'ouvre nettement, et donc il faut aussi une narration derrière. Mais ce qui est certain, ce qu'on voit bien ici, alors sur la phase du Sénat, pas de problème, il y a une majorité stable, mais au-delà, le Parlement, Assemblée et Sénat, on voit bien, c'est la preuve que en réalité, sur une copie budgétaire, ils n'ont jamais réellement la main. Le Parlement a été très bien rationalisé, ou trop rationalisé d'ailleurs, il y a peut-être une surdose de rationalisation. Quand on est en majorité absolue, ça se voit pas. Il y a eu 49-3 pour certaines fois. Quand on est en tripartition, c'est encore plus visible. Et d'ailleurs, ça va faire le lien avec ce que je pense, on va dire tout à l'heure, c'est qu'on en vient à tellement constater que le Parlement n'a pas la main sur la copie, qu'ils vont en être peut-être à supplier qu'on utilise le 49-3, qui aura sans doute à repenser tous ces temps budgétaires qui manifestement démontrent de manière criante l'absence de recueil du consentement des Français. Alors, parce que c'est ça au bout. C'est le prochain chapitre, ça tombe super bien. On va se poser la question de changer les règles autour du vote de ces budgets. Mais je voudrais quand même faire encore un peu de politique, Valérie Gaz, parce que pour le parti, évidemment, alors j'enfonce une porte ouverte, mais quand même, il y a les insoumis qui sont en embuscade et qui ont le discours à opposer aux socialistes. Enfin, on vous l'avait bien dit, c'est prêt à être dégainé si la suspension n'est pas même déjà, ça se dégaine régulièrement au fil de l'eau. Oui. Bien sûr, là, le Parti socialiste a joué une stratégie de compromis pour essayer de faire passer cette suspension de la réforme des retraites. Et si ça ne marche pas, les insoumis... Est-ce que c'est un risque électoral d'une certaine façon? Bien sûr, il y a les enjeux, il y a les enjeux électoraux derrière tout ce qui se passe actuellement. Et d'ailleurs, il y a tellement d'enjeux électoraux qu'en effet, les stratégies sur le budget s'en ressentent largement. On peut reconnaître aux insoumis qu'ils sont très clairs, en tout cas, sur leur démarche, sur leurs objectifs et sur leur stratégie. Le Parti socialiste a essayé justement de se prendre ses distances avec les insoumis et d'avoir une autre stratégie de responsabilité, et en ayant négocié certains gains, naturellement, particulièrement la suspension de la réforme des retraites, et en prenant le risque que si ça n'aboutit pas, ça leur revienne en boomerang. Oui. Jonathan, votre avis? Je voulais dire, on oublie un tout petit peu quand même le point de départ de toute cette séquence-là. Il y a un discours de politique générale qui est tenu par Sébastien Lecornu. Il y a encore plus en arrière, mais il n'y a pas si longtemps que ça, des élections qui ont eu lieu. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux mondes parallèles qui cohabitent à peine. D'un côté, le Sénat, qui est sur un autre temps, une autre réalité politique, une autre majorité, une stabilité, enfin voilà, qui a sûrement plein d'avantages dans beaucoup de circonstances, mais qui là semble quand même très décalé par rapport au débat tel qu'il se pose dans la scène politique, avec des minorités de tous les côtés à l'Assemblée, la volonté quand même d'une partie des gens de vouloir s'entendre, des principes posés par Sébastien Lecornu, la tentative d'un compromis avec les socialistes, un camp macroniste qui quand même est sorti des faits des dernières élections. Donc cette conjonction des deux, elle doit forcément amener à autre chose que le statu quo auquel on assiste. Donc après, les socialistes, évidemment, jouent une partition qui est compliquée, de réaffirmation identitaire, en disant mieux vaut les petits pas tout de suite que le grand soir, on ne sait pas quand. Et l'idée de se dissocier d'une stratégie qui est beaucoup plus claire, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'une certaine manière... je ne sais pas comment le dire, mais
Ce qui se passe au Sénat là est très intéressant parce que ça montre la stratégie de la droite, en gros, mais pas tellement plus que ça, en fait. Et que l'essentiel, ça doit se jouer, et c'est ce qui va se passer, à l'Assemblée dans les semaines qui viennent, mais qu'il faut qu'il y ait une forme d'atterrissage par rapport à différents faits politiques qu'on peut pas écarter. Une élection, c'est central. Un discours de politique générale, c'est fondateur. Voilà, maintenant, il faut le traduire en actes. Alors, ce qui est intéressant, on a un peu répondu, mais si vous nous posez ces questions, c'est qu'il faut qu'on soit plus précis. Agnès, qui nous écrit de Saint-Saturnin, qui nous dit « J'avoue que je ne comprends pas trop la commission mixte paritaire. On met des élus dans une pièce, on ferme les portes, on espère que ça s'arrange. » Ben oui, c'est pas le conclave. Voilà. C'est un bon résumé. Et c'est un bon résumé. Et Ania de Javron-les-Chapelles, si la commission mixte paritaire échoue, est-ce que ça veut dire que tout le travail de ces gens est annulé ou juste reporté ? Comment ça se passe ? De quelle copie on repart à l'Assemblée ? D'accord. Alors d'abord, sur la première question de la téléspectatrice, effectivement, le but, c'est de dire à plusieurs, on n'y arrive pas. Si on réduit le nombre, on pourra trouver plus facilement un terrain d'entente. Et si on passe à huis clos ? Et à huis clos, évidemment, ça aide. Ce qui est un sujet aussi. Oui, c'est un sujet de qui est régulièrement posé. Sandrine Rousseau s'est fait rappeler à l'ordre pour avoir tweeté sur ce qui se passait dans la commission. Donc c'est vrai que le huis clos peut aider. Et sur la deuxième question, en fait, le texte va repartir, si elle échoue, si elle est non conclusive, il va repartir à partir des amendements qui ont été adoptés au Sénat. Donc ce qui vient d'être voté au Sénat. Exactement. Donc rebelote dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. On va redétricoter ce qui a été redétricoté. On en a une suspension de la suspension des retraites, pour bien comprendre où on en est, mais c'est, encore une fois, c'est une tragédie grecque qui se joue là. Le Parti socialiste était sans doute au courant que ça pouvait mal se finir. C'est un pari aussi politique qui a été pris, et donc voilà. Après, nul ne peut prévoir ce qui va se passer. On est très prudent, parce qu'il y a encore, c'est une équation qui contient encore beaucoup d'inconnus. Parce qu'effectivement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que s'il y a bien une majorité en ce moment, que le Sénat ne vit pas, c'est que le Sénat ne peut pas être dissous. En revanche, il y a quand même un socle qui craint quand même la dissolution, donc c'est un allié de poids pour le gouvernement, et puis pour tous ceux qui disent mieux vaut la stabilité, ça c'est l'élément de langage, mieux vaut la stabilité que finalement des compromis qui sont idéologiquement peu entendables. Alors, ce sentiment-là qu'on a collectivement, sans doute vous, devant votre téléviseur, et puis nous, votre ordinateur, et puis nous, quand on commente cette actualité budgétaire depuis des semaines, c'est que effectivement cette impasse, ce blocage dont on a du mal à sortir. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Le sénateur Place Publique Grégory Blanc a déposé aujourd'hui une proposition de loi visant à réformer en profondeur la procédure budgétaire. C'est vrai que le fait de voter les recettes avant les dépenses, ces délais peut-être trop contraints, Franck Morel, vous dites quoi ? Il faut effectivement changer ? Il y a plusieurs choses. Vous avez cité l'une d'entre elles, qui est le fait de voter les recettes avant les dépenses, par exemple. Effectivement, qui a donné une impression, qui n'était pas qu'une impression d'ailleurs, qui était une réalité, mais en tout cas très désagréable, d'alourdir des taxes, avant même du coup de se préoccuper de la réduction des dépenses. Et parce que l'ordre des choses, chronologiquement, était celui-là. Donc il y a quelque chose à questionner sur ce plan-là. Moi, il y a un deuxième aspect, je ne sais pas si c'est dans la proposition, mais qui me paraît intéressant de questionner, c'est le fait d'avoir un horizon temporel beaucoup plus large. On a le principe de l'annualité budgétaire qui nous laisse l'œil rivé sur l'année à venir, alors que dans un certain nombre de cas, il pourrait être intéressant effectivement de se placer dans un horizon temporel plus large. Mais il faut bien voter chaque année un budget. Oui, mais on pourrait avoir un certain nombre de dispositions. C'est pas possible aujourd'hui, effectivement, avec la règle de l'annualité. Mais on pourrait tout à fait imaginer d'avoir un certain nombre de dispositions qui s'inscrivent dans une perspective pluriannuelle. Et je pense que sur les questions sociales, notamment, et les questions de soutenabilité sociale, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça existe pour des lois de programmation, oui, absolument. Absolument. Est-ce que vous dites, John Christopher Roland, qu'il n'y a pas assez de temps pour travailler sereinement sur les budgets ? Mais ça commence, j'allais dire, même au-delà du budget. C'est-à-dire qu'on est là, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des questions qui sont fondamentales, qui sont des questions, avant d'être des questions financières, qui sont des questions sociétales, sociales. On prend par exemple le temps de la retraite. Moi, j'ai pas d'avis particulier, je vais me retrancher derrière mon rôle de constitutionnaliste, mais qu'est-ce qu'on fait de la deuxième belle partie de la vie ? Est-ce qu'on la rentabilise économiquement ? Est-ce qu'on l'utilise autrement ? Ce sont des débats qui doivent avoir lieu en amont, bien avant. Et vous vous retrouvez dans un temps contraint, parce que c'est 50 jours pour le projet de loi de la sécurité sociale. En 50 jours, sur un Parlement finalement qui est là pour adopter ou pas la copie budgétaire, parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que la marge de manœuvre du Parlement pour amender, sous-amender, avec les fameuses irrecevabilités, je peux expliquer en 2 mots, financières, c'est-à-dire que le Parlement ne peut pas alourdir des dépenses ou amoindrir des recettes, donc il est déjà quand même sacrément contraint. Sur ces questions-là,
et notamment aussi sur la question fiscale, la justice fiscale, ce sont des questions qui méritent des débats très longs, pluriannuels probablement, et on vient donner une copie qui a été préparée par Bercy, en grande partie, ça aussi démocratiquement, il faudra qu'on s'y interroge un jour, et on le donne au Parlement 70 jours, navette entre deux chambres, enfin... Franchement, ces débats-là méritent beaucoup mieux que ce temps contraint. Il faut changer les règles. Il faut rendre la main au Parlement. Deux avis favorables. Est-ce que la tripartition de l'Assemblée nationale, Valérie Gasse, oblige pas finalement à revoir un peu ces règles, puisque là, on fait le constat d'un blocage, quoi. C'est vrai que là, on est dans une période où tout change et de plus en plus de voix estiment qu'en effet, même après la prochaine présidentielle, le président qui sera élu n'est pas garanti absolument d'avoir justement une majorité absolue et que ça risque de perdurer et qu'en effet, il va peut-être falloir remodifier un petit peu les choses. Pour revenir sur le temps, c'est vrai que depuis le début de ce débat budgétaire, la seule préoccupation analyse, c'est est-ce qu'on aura le temps et d'annoncer les délais à chaque étape, le nombre de jours pour l'Assemblée et le Sénat, et tout ça avec en effet l'absence de majorité qui rend tout plus compliqué, cette tripartition qui risquerait de durer. Non, mais là, en fait, la situation vient souligner le fait qu'il y a beaucoup de choses à changer. C'est pas sûr qu'il suffirait de changer le temps de débat pour que la situation se règle. Non, mais ça pourrait peut-être permettre de sortir de cette mécanique. En revanche, de construction du budget, ce que vous disiez sur le fait que la copie originelle, la façon dont le texte en débat est élaboré, ça, c'est, je pense que c'est un questionnement central. Parce qu'aujourd'hui, il reste une sorte de binarité, c'est-à-dire qu'il y aurait un budget qui serait sérieux, le bon sens, la réalité, et le reste, ce serait pas sérieux. Quand vous avez des électeurs qui veulent que leurs aspirations soient mises en œuvre, c'est absolument délétère sur le long terme. Alors, on va s'intéresser maintenant au budget de l'État. La situation est pas moins bloquée après le rejet de la quasi-unanimité, moins une voix, des députés. Au sein du gouvernement, on pratique, comment vous dire, la méthode Coué. Tiens, par exemple, le ministre de l'économie, Roland Lescure. On connaît maintenant le budget que l'Assemblée ne veut pas. Le défi des 3 semaines qui viennent, c'est de se mettre d'accord sur un budget dont l'Assemblée veut. Là aussi, moi, je suis persuadé que c'est possible. Dans tous les États du monde, on y arrive. Ça prend du temps, ça prend des compromis. Il faut faire des pas. Et vous voyez les positions les uns vers les autres. Vous pensez vraiment à la possibilité que ça termine sur un vote ? Mais bien sûr, j'y crois. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une négociation. Quand vous négociez, vous exprimez des convictions. Mais ensuite... je vais pas. Allez, si je vais le faire, je vais citer Mao Tse-tung. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une majorité de l'Assemblée nationale qui est prête à faire ses compromis. On n'a pas l'habitude en France, donc c'est un peu dur. Ça fait un peu mal, y compris à nous d'ailleurs. Et alors c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de France Inter qui ont dit c'est pas Mao Tse-tung qui l'a dit. Alors je viens de faire une recherche, là j'ai du Lénine, j'ai du Einstein, enfin bref, il a reconnu ce matin en disant que son papa communiste et journaliste à l'Humanité aurait pas été très fier de lui pour cette approximation. D'accord, donc c'était pas Mao. Mais Jonathan, sur cette histoire de volonté, l'une des grandes difficultés de Sébastien Lecornu, c'est le manque de volonté de ce fameux socle commun. Bah oui, c'est quand même un problème de base et un problème persistant, c'est-à-dire que c'est le bloc parlementaire sur lequel il peut compter et qui justifie sa nomination à Matignon, mais au regard de ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'Assemblée, ce soit qu'il n'a pas grand-chose de commun et il est tout sauf un poids d'appui solide pour le Premier ministre. Pour dire les choses autrement, donc Sébastien Lecornu, il semble même pas être le vrai chef de sa propre minorité. On voit comment on les trouve de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe, de François Bayrou, pour des raisons qui leur appartiennent, parfois pour des raisons de conviction, parfois pour des raisons de stratégie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en font qu'à leur tête à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas de position commune. Donc dès lors, on se demande comment ce Premier ministre, qui affirme être minoritaire, qui affirme être fragile, qui ne se cache pas derrière son petit doigt à ce niveau-là, comment est-ce qu'il peut négocier de façon crédible avec le PS si cette stratégie n'est même pas partagée par ses troupes ? Et quant au groupe présidé par Laurent Wauquiez, donc les LR, c'est vrai que depuis qu'ils ont décidé officiellement de ne pas participer au gouvernement, ça fait encore un allié de moins et c'était déjà un allié remuant. Donc cette faiblesse du Premier ministre, qui n'en finit plus sans succès d'en appeler à l'opinion, de prendre l'opinion à témoin, en fait elle est encore plus patente au Sénat, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours, où les centristes, la droite majoritaire, étaient particulièrement offensifs pour, comme il disait, sortir le Karcher. Ils l'ont sorti, ils ont tout détricoté. Et en fait, contenter la gauche et en même temps la droite, le tout sans braquer le bloc central, on l'a beaucoup dit, mais il y a pour Sébastien Lecornu une forme de quadrature qui semble en l'état indépassable et c'est pas sûr que les semaines qui viennent permettent d'éclaircir le chemin. Que le volet recettes du PLF, quand même, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé, a été rejeté par les députés à l'unanimité moins une voix, ça montre l'état du bazar. Oui, effectivement, c'était historique, sans précédent et l'écueil originel, selon vous, c'est de ne pas avoir négocié en amont une sorte de contrat de gouvernement ? Je pense qu'il faut le rappeler parce qu'effectivement, il y a plein de justifications, tout s'est fait dans l'urgence.
urgence, et c'est pas seulement la faute du Premier ministre, mais c'est lui qui en fait le plus les frais aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête qu'on en appelle souvent à un basculement dans une démocratie parlementaire, que le fait parlementaire s'impose, mais tel que ça existe d'ailleurs chez la plupart de nos voisins. Mais en fait, la démocratie parlementaire, c'est pas la négociation permanente, perpétuelle, avec des groupes qui n'ont pas envie de s'entendre dans une ambiance de bordel généralisé. Ça, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est plutôt un mésusage de ce que devrait être le parlementarisme. En fait, ça ne peut fonctionner que si la négociation a lieu en amont, que si la négociation, elle se fait autour d'un vrai contrat de gouvernement, ce qui prend forcément du temps, et en fait, où chacun sait où il va dès le départ. C'est pas on avance, on verra, et on brandit chacun la pancarte du compromis en disant c'est moi qui veux le plus le compromis. C'est on le fait, ce compromis, avec des... C'est-à-dire qu'il faut accepter un certain nombre de sacrifices, et on dit souvent qu'un bon compromis, c'est une négociation dont tout le monde sort en étant mécontent, mais au moins on sait où on va. Et encore une fois, Sébastien Lecornu, c'est pas le seul responsable de cette situation, mais quand on entend fustiger uniquement le RN et la France insoumise, je pense que c'est clairement un balai qui devrait être passé devant la porte de l'ensemble des partis. Et puis, on va l'évoquer, on a un peu parlé, mais on va y revenir, l'arme du 49.3, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de levier pour l'exécutif pour présenter une copie de synthèse en mettant les uns les autres devant leurs responsabilités. C'est une situation qui est un peu baroque, parce que ce sacrifice, cet abandon du 49.3, c'était nécessaire dans la discussion, dans le contexte, comme un signe de bonne volonté, en disant on sort de cette verticalité, on donne toute sa place au Parlement. Et ça finit par avoir une forme d'effet boomerang, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est un peu la chienlit au Parlement, et où du Parlement ne peut pas sortir le compromis, celui qui s'était fait fort d'être le garant ou le porteur de cette culture du compromis n'a plus d'armes, à part, on a dit, les ordonnances, mais on n'a jamais adopté un budget par ordonnance, donc on serait quand même dans un fait autoritaire qui poserait question, et qu'en fait aujourd'hui on a même des voix, donc beaucoup de voix en off, mais certaines voix en on. François Hollande par exemple aujourd'hui n'hésite plus à le dire. Il y a presque ce qu'on disait sur la réforme des retraites, mais sur aussi un certain nombre de points de la justice fiscale. Voilà, il y a ceux qui étaient les plus opposés à l'usage du 49.3 et qui l'ont beaucoup critiqué sous Elisabeth Borne, comme sous Gabriel Attal, comme depuis la dissolution. Aujourd'hui ils se disent c'est peut-être la moins mauvaise des solutions si on veut sortir par le haut. Valérie Gasse, effectivement au Parti Socialiste, il y a François Hollande qui pousse, partage cette petite musique de finalement. Il ne faut pas renoncer à un outil constitutionnel. Oui, c'est aussi le MoDem qui a remis ça dans l'atmosphère avec Marc Fesneau, qui avait dit il va falloir y revenir. Alors l'idée, ce serait peut-être, si tout ça n'aboutissait pas avant la fin de l'année, s'il y avait une loi spéciale, et si on repartait sur une autre discussion budgétaire en 2026, eh bien, ce qu'aurait l'engagement de 2025 pourrait ne plus être pris en 2026 et peut-être arranger tout le monde. Mais l'idée que les socialistes doivent demander, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, remettez le 49.3, après avoir réclamé, tenter plus de ne rien faire sans avoir obtenu d'abandonner le 49.3, ça paraît compliqué politiquement aussi. Donc chacun s'est mis dans un corner. Oui, c'est ça. Pendant que vous nous parlez, on voit la question de Désiré qui est vraiment là-dessus. La seule solution, c'est le 49.3. On ne peut pas rester bloqué. Votre avis, Franck Morel? Je pense que vous avez raison, c'est assez baroque, mais ça permet de souligner un point, c'est que nous avons une constitution qui a quand même une variété d'outils dont il ne faut pas se priver d'emblée de pouvoir les utiliser. On parle du 49.3, on n'a pas évoqué la question du vote bloqué, mais qui peut faire partie aussi des outils qui peuvent être utilisés dans la procédure parlementaire. Mais je voudrais rebondir sur la citation de Roland Lescure et ce que vous disiez tout à l'heure. Je partage totalement le fait que l'absence de contrat acté à l'origine est sans doute l'une des raisons de l'impasse, de la relative impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que quand on dit quand il y a une volonté, il y a un chemin, ok, mais quelle est la volonté? La volonté de quoi? Est-ce que c'est la volonté de faire adopter un texte dont on ne sait pas ce qu'il y aura dedans? Ou est-ce que c'est la volonté de mettre en œuvre un certain nombre de mesures? Je pense que le problème de départ, il est sur cette question de la volonté. On est d'accord, Franck Morel. Il y a évidemment l'engagement, la cohérence sur un certain nombre de textes. Il y a aussi une stratégie présidentielle, en l'occurrence celle d'Édouard Philippe, qui joue dans la situation. On peut citer celle de Gabriel Attal. Je ne vais pas faire toutes les forces du bloc central. Qui explique aussi le faible ou l'absence de soutien. Non, mais bien sûr, mais cette question de l'absence de contrat, entre guillemets, on peut la faire remonter même avant Sébastien Lecornu, on peut la faire remonter à Michel Barnier, c'est-à-dire à juste après les élections législatives et le constat. Allez, on peut même la faire remonter à 2022. Parce qu'effectivement, on était dans une situation de majorité relative et il aurait été bien utile, effectivement, de formaliser un contrat, à l'époque, par exemple, avec les Républicains. On aurait peut-être évité une dissolution.
Effectivement. Alors, votre avis de constitutionnaliste sur le renoncement au 49.3, John-Christopher Rolland. Mais moi, je pense que c'était assez piégeux en réalité. Mais moi, je suis assez convaincu que Sébastien Lecornu savait à peu près, il maîtrise très bien les arcanes et la procédure parlementaire. Mais en fait, on touche à un débat de fond. C'est que, et d'ailleurs, les réformes de la Constitution qui ont été opérées dans les années 90, 2000, 2008, n'ont jamais en réalité touché, il faut le reconnaître, le cœur du régime. Je pense que la France est un pays qui est mûr pour la démocratie parlementaire aujourd'hui. Alors, ça nécessitera un changement de paradigme de la classe politique, hein, parce que si vous prenez du poids et que vous accusez toujours votre chemise, ça ne va pas aller. Hein, c'est un peu ce qui se passe. J'aime bien la forme. Et deuxièmement, c'est que, et je suis assez d'accord peut-être dès 2022, mais surtout en 2024, peut-être que ce pacte gouvernemental, même cette proposition de Premier ministre, aurait dû émaner du Parlement. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que pour revivifier, il faut débrancher un peu la verticalité du président. Oui. On n'en a plus vraiment besoin aujourd'hui, même depuis une vingtaine d'années, et il faut donner la main au Parlement. Si c'était à eux de voter pour un Premier ministre, alors on aurait pu avoir, alors je ne crois pas à la prophétie autoréalisatrice, hein, c'est une culture qu'il faut adopter, mais derrière, on aurait pu avoir comme à l'allemande, comme à la belge, comme à l'anglaise, c'est déjà arrivé, vraiment un contrat de gouvernement. Là, aujourd'hui, ce qui va rester, c'est qu'on a un gouvernement minoritaire qui reste accroché parce que c'est la seule combinaison qui a été trouvée par le président de la République. Mais à la fin, je peux vous dire que ça crispe pas que les constitutionnalistes, ça crispe les gens. Oui, effectivement. Je suis obligé de faire une blague, Christopher Rolland. Vous avez un look lecornien, parce que juste derrière vous, il y a la photo du Premier ministre avec le pull, la cravate, la chemise. Bon, bref, voilà. Elle trotte dans ma tête depuis 10 minutes, cette blague, et il fallait que je la sorte. Il restera peut-être quelque chose de Sébastien Lecornu. Ce look, voilà, c'est ça. Non, mais il a démontré, en tout cas, sa puissance de la connaissance de la procédure. Moi, je suis très épaté par ça. Mais alors, il y a une dimension qui est quand même très intéressante. On a commencé à l'évoquer. C'est le tout pour éviter la dissolution, Franck Morel. C'est peut-être, si on cherche... alors là, on a beaucoup fait les points de faiblesse du Premier ministre. Là, c'est peut-être un point de solidité, ou en tout cas... La difficulté, si vous voulez, c'est que toutes les études d'opinion, tous les sondages d'opinion montrent que s'il y avait une dissolution aujourd'hui, les deux scénarios les plus probables sont soit une victoire du RN, qui aurait la majorité absolue, ou une majorité relative très forte, soit une assemblée encore plus ingouvernable qu'aujourd'hui. Donc ces deux scénarios n'incitent pas à l'optimisme, en tout cas, quant à la suite des opérations. Parce que si c'est une victoire du RN, ça veut dire que le RN aurait les manettes, et la politique du pire consistant à dire ils vont décevoir tout sauf certaines, même si les précédentes expériences de cohabitation n'ont pas été heureuses pour celui qui était Premier ministre, mais là, il n'y aurait qu'un an et demi, donc je ne suis pas sûr qu'en un an et demi, ils auraient le temps de s'user, entre guillemets. Vu le niveau, en plus, qu'ont montré les forces dites traditionnellement habituées au pouvoir, c'est vrai que c'est pas très dur de faire mieux ou aussi mal. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai risque. Regarde des Français, il y a quand même surtout de ne pas faire grand-chose et d'attendre la présidentielle. Donc compliqué, si vous voulez. Et puis si le résultat, c'est une assemblée encore plus ingouvernable qu'aujourd'hui, on reprend les mêmes, on recommence en encore plus compliqué, quoi. Donc effectivement, ça plaide pas forcément pour une dissolution, même en cas de blocage. Ça veut dire que le scénario en cas de blocage d'une poursuite du feuilleton qu'on a connu depuis juin 2024, avec soit la nomination à nouveau de Lecornu, soit une nouvelle nomination de quelqu'un d'autre, avec les mêmes difficultés, ça peut continuer encore longtemps. Et c'est désespérant. C'est pour ça que Édouard Philippe s'est exprimé sur la question de l'élection présidentielle, parce que c'est assez désespérant. On se pose la question, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça encore jusqu'en 2027 ? Est-ce qu'on peut se payer le luxe de continuer comme ça encore jusqu'en 2027 ? Surtout, John-Christopher Rolland, si on reprend l'hypothèse d'une dissolution, ça viendrait percuter la campagne des élections municipales. Enfin, c'est totalement là aussi inédit dans l'histoire de la Ve République. Après, c'est un instrument... l'appel au peuple, en soi, n'est pas, si vous voulez, quelque chose de mauvais. On dit souvent que la dissolution a été ratée. Elle a été ratée pour son instigateur. Appeler les gens à voter, c'est plutôt un succès de la démocratie. Donc ça, déjà, il faut quand même le rappeler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Et là, vous allez percuter les municipales. Si on attend même un peu plus loin le mois de juin, avec cette règle qu'on ne peut pas redissoudre à nouveau pendant un an, vous liez les mains du prochain, du successeur ou de la successeur. Et puis surtout, prochain président de la République. Bien sûr. Et puis surtout, quel bilan sur un mandat... Alors, moi, je pensais que le deuxième quinquennat serait un peu celui de la fin de règne, comme on ne peut pas se représenter une troisième fois. Il l'a quand même largement redynamisé, ça, on ne peut pas lui dire le contraire, mais deux dissolutions dans un même quinquennat, plus la réforme des retraites, si elle est suspendue, c'est-à-dire qu'on le dira en 10 ans,
Vous avez augmenté l'âge de départ de 9 mois. Il reste pas. Alors, il y a plein d'autres choses dans son bilan, mais ce que vont retenir les gens, c'est ça, en fait. 2 dissolutions, ça me paraît. Puis alors, si la dissolution est à nouveau un échec, c'est un peu MacMahon, c'est dissolution sur dissolution ne vaut. Soumettre ou se démettre. Il faudra qu'ils se soumettent ou se démettent. Alors, il y a un dernier thème. Il y avait un caillou assez gros quand même dans la chaussure du Premier ministre, la hausse surprise de la taxe foncière que Bercy préparait. Sébastien Lecornu, il l'a officialisé, il a décidé de s'en débarrasser, ou en tout cas de reporter au calendrier grec. Il l'a annoncé cet après-midi lors des questions au gouvernement. C'était ici au Sénat. On le voit bien, toute approche nationale est morte-née. Donc il va falloir revenir à une approche départementale, voire même à une approche infradépartementale, voire même commune par commune, puisque lorsqu'on regarde la cartographie de cette affaire, on le voit bien qu'on est en train de traiter nationalement un sujet qui parfois n'a strictement rien à voir d'un département à l'autre. J'irais même plus loin, Président Darnaud. Certains départements sont pratiquement pas concernés et il peut y avoir une géographie, on va dire cela comme ça, de manière diplomatique, qui mériterait qu'on s'y penche. Première chose. Deuxième chose, si on a une approche infradépartementale ou départementale, ça va prendre du temps. Et donc j'ai demandé au ministre concerné de dilater ce calendrier pour nous emmener jusqu'au mois de mai ou juin. Bon, on a bien compris, il n'y renonce pas, mais il y renonce. Ça s'appelle un rétropédalage. Valérie Gasse, à quel point c'était devenu effectivement un irritant, pour prendre un terme du monde de l'entreprise, pour le Premier ministre et pour le gouvernement? La taxe foncière c'est parti très vite. Dès que l'idée est rentrée dans l'atmosphère, ça a été la levée de bouclier. Alors c'est franchement la fausse bonne idée, toute force politique. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi à ce moment-là mettre ça sur le débat. Mais là, Sébastien Lecornu a compris qu'il fallait absolument pas persister et à rétropédaler, à renvoyer ça au calendrier grec et en même temps surtout pas au gouvernement, mais débrouillez-vous avec le bébé lancé par Bercy. Mais voilà, oui, j'avoue que celle-là, je ne l'avais pas vu venir. La taxe foncière, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais en effet, c'était vraiment pas le moment. John Christopher. En fait, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire, d'abord, la mesure vient de Bercy. C'est dit comme ça. Oui. Ça fait depuis 1970 qu'on n'a pas revu les valeurs locatives cadastrales. Et c'est vrai que les maisons françaises, pour le dire vite, elles ont changé. Maintenant, on a des salles de bain. Enfin, moi, quand ma mère est arrivée à Paris, il n'y avait pas de toilette, c'était sur le palier. Donc, ça a changé. Mais la temporalité, vous imaginez, 55 ans après, on se dit, tiens, on va remettre tout ça à jour. C'est le meilleur moment, là, politiquement, pour le faire. On va compter les baignoires. Ça montre bien, c'est un moment. Oui. Voilà. Et ça montre bien que ce sont des débats qui doivent être portés devant le public. On ne peut pas avoir Bercy. Alors Bercy, c'est un peu éthéré, on ne sait pas ce que c'est. Qui dit, tout d'un coup, ça y est, parce qu'eux, ils ont bien travaillé, ils ont fait quelque chose de très construit, ça a duré des années. Ça tombe au plus mauvais moment. Et vous nous dites que c'est un débat qui est, d'une certaine façon, justifié. Parce la fiscalité de la propriété, bien sûr. Cette fiscalité, mais c'était le pire moment pour le faire. Non, mais ça veut dire que sur un certain nombre de contributions comme ça, quand vous avez des mécanismes automatiques qui prennent en compte un certain nombre d'autres paramètres, c'est quelque chose qui permet de dédramatiser effectivement les évolutions, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, comme vous l'avez souligné, c'était pas forcément le meilleur moment pour sortir du bois sur un truc comme ça. 7,4 millions de foyers, c'était tout de suite le truc qui touchait tout le monde. Bien sûr. C'était l'irritant par excellence. 20 millions d'électeurs. Dans un pays où tous les Français, même quand ils ne le sont pas, rêvent de devenir propriétaires, en plus, accessoirement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Franck Morel, Le travail et la solution, c'est aux éditions Hermann, et John Christopher Roland, Standard contre Standard, réflexion sur une catégorie juridique en droit public, c'est aux éditions L'Harmattan. À très bientôt sur Public Sénat. On vous retrouve évidemment sur l'antenne de RFI. Merci Valérie Gasse.